Bonjour, allez c'est parti pour un nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Et aujourd'hui on vous parle du risque politique qui pourrait bien faire son retour cette année sur les marchés. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia Baldeschi et Jean-François Bay, bonjour. Oui, bonjour David. Juste expliquer de quoi on parle quand même. C'est quoi déjà, en deux mots, Jean-François, ce risque politique pour ceux qui nous regardent, qui disent mais de quoi est-ce qu'ils causent là les trois? Alors en fait, quand on parle de méga-tendance, quand on parle d'impact sur les marchés, les mutations macroéconomiques, il faut regarder bien évidemment les évolutions, les impacts venant du privé, donc un Elon Musk, un Steve Jobs, etc., qui peuvent lancer des idées disruptées. Puis on regarde bien évidemment aussi les décisions politiques, donc alors c'est risque politique, décision politique, soit locale avec des lois, soit régionale, on pense à l'Europe, au Brexit, soit au niveau international, la rupture d'accords au niveau international. Donc le risque politique, c'est un risque éminemment top-down, c'est un risque macroéconomique qui vient impacter en fait nos marchés, nos économies par des décisions d'hommes politiques. Laetitia, est-ce qu'on peut dire que ça fait maintenant quelques années quand même que ce risque politique effraie moins les marchés financiers? Parce qu'on a appris à vivre avec, parce qu'il y a moins eu de rupture politique et géopolitique, et même à l'époque, l'élection de Trump, ça a fait bouger les marchés quelques heures et c'est remonté derrière. Oui, c'est remonté derrière, comme vous dites. Et bien après, on a quand même vécu pendant plusieurs mois, trimestres, avec cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui a quand même été quelque chose pour moi, très important, accentuant finalement une nouvelle tendance qui était la fin de la mondialisation heureuse et le début de la démondialisation. Donc c'est là aussi une grande tendance. Ça n'a pas enrayé les marchés, la hausse des marchés financiers. Ça n'a pas enrayé, mais ça a créé beaucoup de volatilité. Cette guerre commerciale. Oui, mais ça a créé beaucoup de volatilité. Rappelons-nous, nous vivions pendu au tweet de M. Trump et les marchés réagissaient assez violemment. Donc c'est un facteur de volatilité. Donc voilà, c'est plus un facteur de volatilité qu'autre chose. On peut reparler également, un phénomène peut-être plus récent, qui nous touche là actuellement, mais l'envahissement de la Crimée par la Russie. Sur le coup, les marchés chutent. Bon, finalement, derrière, et pourtant vous avez toute une région qui a été annexée par un pays voisin, et évidemment, le monde économique est reparti de l'avant. Donc forcément, ça met de la volatilité à un instant T, quelques jours après, comme on a pu le voir là, il y a quelques jours encore, avec le nouveau problème russe-ukrainien, mais on sent que ce n'est pas un déclencheur de tendance, je dirais. Donc on se dit que... Quelle différence on fait entre une incertitude et un risque sur ce risque ou cette incertitude politique, géopolitique? Il y a une nuance entre les deux? Alors oui, je pense qu'il faut faire le distinguo entre le café et le thé. Je m'explique. Parfois, il me perd parfois. Voilà. Le café, c'est l'effet immédiat. On vient de voir, les marchés décrochent tout de suite. Il y a effectivement une incertitude. Petit à petit, il y a une diffusion, un peu comme le thé. Et donc, les marchés, les agents économiques se mettent à mieux cerner, à mieux gérer ce risque politique, parce qu'on entrevoit justement les conséquences, ce soit en termes de dette, de devises, de matières premières, de pétrole, de gaz, etc. Donc, il faut bien distinguer le rythme, le très court terme et le moyen-long terme. Je voudrais revenir sur cette dégradation du risque politique à court terme ou pas. Alors, 2020, c'est un peu la remise le retour du politique, l'État-providence, avec la pandémie mondiale. Donc toutes les décisions sont quand même à l'aune des décisions politiques, on l'a vu, l'aide aux entreprises, etc. Je pense que si on remonte un petit peu plus loin, on voit un cycle qui est plutôt positif. Chute du mur de Berlin, entrée de la Chine dans l'OMC à partir de 2001, qui est plutôt positif avec une diminution du risque politique. Et on a un retour à partir de 2016-2017, on pourrait dater de cette période-là, avec une remontée du risque politique. Donc c'est avant Covid, pour trois éléments majeurs qui sont pointés par les instituts spécialisés sur le risque politique. Le premier, c'est les guerres commerciales. On voit une remontée du nombre de guerres commerciales. Tout de suite, on pense à Trump et effectivement aux accords commerciaux qui ont été rompus. Le deuxième élément, c'est la guerre technologique. On pense à Huawei et là encore, il y a une rivalité entre les États-Unis et la Chine. Ouais. La troisième, c'est tout ce qui est populisme. La montée du populisme, donc il y a un indicateur qui est calculé par Deutsche Bank qui fait la somme de l'ensemble des populismes, des votes populistes dans le monde, et on voit effectivement qu'il y a une remontée à partir de 2016-2017. On pense à l'Angleterre, Bolsonaro, le Brésil, etc. Et encore cette montée des populistes est source de déstabilisation pour les marchés financiers.
Alors, déstabilisation, parce que justement, on a, j'allais dire, une remise en cause potentielle de la démocratie, de la République, des institutions. Donc si c'est populiste, c'est le peuple directement, sans passer par des filtres, sans filtre. Et donc on se retrouve avec des décisions qui peuvent basculer soit dans une sorte d'anarchie, soit au contraire dans une dictature. Donc ça apporte là encore de la volatilité dans les décisions. Et effectivement, ces trois éléments sont montés en puissance en force à partir de 2016-2017 et apportent cette volatilité. Est-ce que, Laetitia, 2022, c'est le risque politique ou géopolitique qui est en train de se renforcer? On a l'élection française, on a les élections présidentielles en Italie, on a les midterms aux États-Unis, encore une fois, qui peut être compliqué pour le président Biden. Cette crise géopolitique ukrainienne qui n'est pas terminée, loin de là. Non, et qui risque de durer, hein, tout à fait. Donc on a effectivement beaucoup d'élections. C'est une année électorale assez chargée, avec je dirais une conjoncture actuelle qui va venir heurter un peu ce calendrier électoral. Et la meilleure des illustrations, c'est l'évolution de Biden dans les sondages actuellement. On voit que, comme vous le disiez, il y a des élections midterm, donc novembre prochain. Or, les démocrates sont en train de chuter de façon dramatique. Hein, ils sont au plus bas. Biden a la même cote de popularité que Trump au bout d'un an. Hein, donc, et c'était à l'époque un record à la baisse. Que Trump en fin de mandat. Non, oui. Biden au bout d'un mois que Trump en fin de mandat. Voilà, on est vraiment dans un niveau de popularité très faible. Ouais. Et pourquoi ? Que lui reproche l'inflation. L'inflation qui rogne le pouvoir d'achat. Ouais. Donc on voit que... Ils ont 7% d'inflation, il faut dire là-bas. Ouais. 7%. 7%. Des salaires qui accélèrent, mais pas pour tous. Vous savez, on regarde l'évolution des salaires. Donc si le seul pays où on pourrait parler d'une accélération des salaires, c'est les États-Unis, mais tout le monde n'en bénéficie pas. Et donc vous avez un pouvoir d'achat qui est rogné, notamment avec le prix du pétrole actuellement et donc de l'essence. Et pour les États-Unis, comme il n'y a pas autant de fiscalité, eh bien c'est direct. Hein, ils le ressentent immédiatement dans leur consommation, dans leur porte-monnaie. Donc pour eux, c'est un élément essentiel. Et d'ailleurs, on voit que ça a eu un impact assez fort sur les marchés, cette histoire, parce que qu'a fait Biden quand il a renouvelé sa confiance à Jérôme Powell à la tête de la Fed, il a vraisemblablement mis la pression sur Jérôme Powell en lui disant « Votre mission, rappelez-vous, c'est le plein emploi. » Tout le monde est à peu près rassuré là-dessus, on n'y est pas loin. En tout cas, on a récupéré les niveaux dans quelques mois d'avant-crise. Deuxième chose, la stabilité des prix. Et la stabilité des prix, avec 7% d'inflation, pour un objectif à 2, on n'y est pas. Ah, pas vraiment. Donc, que comptez-vous faire ? Et quand vous regardez la séquence, c'est à partir de cette discussion et de cette reconfirmation de Powell qu'on a une réserve fédérale américaine qui a commencé à durcir son discours très graduellement. Le lien avec le risque politique ? Eh bien, on voit bien que la politique a un impact très très clair sur les marchés et sur la Fed. Voilà, vous êtes dans... Et inversement, l'inflation, quand on pense au prix des loyers, l'accès à l'immobilier, donc dans le budget des ménages ou de l'alimentation, aux États-Unis, c'est peut-être un peu moins le cas, mais dans d'autres pays, si on vous dit le prix du blé, le prix du riz, le prix etc., c'est fondamentalement important, c'est vital. Et donc, ça peut entraîner des déséquilibres politiques. Donc, aux États-Unis, on le voit bien, l'inflation est éminemment politique et peut déstabiliser. D'ailleurs, il y a Eurasia, qui est un institut américain, qui fait justement ces indices de risque politique, hein, c'est pas le seul. Et les midterms, cette année, aux États-Unis et 2024, sont considérés comme un des principaux risques politiques aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé au Capitole. Et donc, une déstabilisation de la démocratie américaine est considérée comme un des principaux risques aujourd'hui sur les marchés. Donc plus de risques politiques et géopolitiques en 2022, donc plus de volatilité. Et en même temps, la volatilité, quand on sait s'en servir, c'est aussi peut-être une source d'opportunité aussi, il faut le voir comme ça.
plus de risques toujours, pour toujours, ses placements, mais aussi peut-être des... Voilà. Je crois qu'il faut aussi regarder ce risque politique sur une vision, en prenant un peu de recul, et essayer de voir que sur dans les campagnes que l'on va suivre, hein, notamment en France, et je crois que pour moi, la présidence française de l'Union européenne est un élément essentiel, c'est de regarder un petit peu ce qu'on met en avant dans les programmes, parce que c'est ça qui va aussi permettre de voir où vont être les secteurs sur lesquels il faudra investir en bourse sur le moyen terme. Et quand je regarde la plupart des programmes, mais jusqu'à aller en Corée du Sud, où il y aura une élection présidentielle début mars, vous avez comme thème essentiel la lutte contre les inégalités. En Corée, le candidat qui va prendre la succession du président actuel qui ne peut pas se représenter a dans son programme un revenu minimum universel. En Corée du Sud. C'est quand même une avancée, ça, sur un thème qui nous est cher, à nous, chez CPRAM, la lutte contre les inégalités sociales. Ben voilà, vous avez une avancée assez forte. Vous voyez bien que le partage profit-salaire est aujourd'hui au centre de beaucoup de discussions dans la plupart des démocraties. Et ça va continuer. Donc, on a des pistes quand même d'évolution de cette société. Et le deuxième gros plan, c'est le climat et toutes les volontés dans tous les programmes d'essayer de booster cet investissement vers la décarbonation des économies, notamment européennes, mais un peu partout dans le monde. Donc on voit qu'il y a des risques et on voit qu'il y a des opportunités. Ouais. C'est une évolution qui n'est pas linéaire, c'est une évolution qui est parfois Et on peut faire chaotique. Le lien avec nos thématiques, avec nos allocations thématiques, nos grandes tendances qui peuvent être renforcées ou pas par certaines ruptures politiques. Exactement. On parle du climat, on parle des inégalités, on parle de la tech, on aurait pu parler du numérique aussi. Et du coup, ça redonne aussi de la perspective, on est dans des élections présidentielles en France, sur l'Europe. L'importance, en fait, de ce risque, de cette gestion politique, pas forcément au niveau local franco-français, mais au niveau plus régional européen, puisqu'on vient de vivre le Brexit, et donc là, ça a donné une mutualisation renforcée en Europe et des décisions franco-allemandes. Enfin, voilà, il y a des projets hydrogène, batterie, voitures électriques, etc., qui se coordonnent en Europe. Donc ça, c'est plutôt bon signe, ça va dans le bon sens. Et puis au niveau international aussi. Donc voilà, c'est pas risque politique, c'est pas forcément que négatif, c'est aussi des opportunités. Qui peuvent renforcer, encore une fois, certaines thématiques dont on parle ici. Dont on parle, voilà, tout à fait. Comme le climat ou la lutte contre les inégalités. Merci à tous les deux, Laetitia Bajewski et Jean-François Bay. Megatrend revient dans 2 semaines, ici chez vous, sur Boursorama.